Connaissez-vous l'origine exacte des mois de juillet et d'août? La réponse se trouve dans l'histoire de Rome et plus précisément dans l'histoire du calendrier romain. Les premières traces d'un calendrier remontent au 8e siècle avant notre ère, à l'époque du premier roi mythique de Rome, Romulus. À cette époque, un calendrier archaïque a bel et bien existé, basé sur le cycle lunaire. Composé de 12 mois, ce calendrier extrêmement ancien reposait effectivement sur l'observation des nouvelles lunes et des pleines lunes pour calculer le nombre de jours. Chaque premier jour du mois, qu'on appelle en latin les calendes, mot à l'origine du terme calendrier, un assistant prêtre montait au sommet de la colline du Capitole pour observer la toute première lune. Il redescendait ensuite de la colline et allait faire un compte-rendu à un personnage assez singulier de l'histoire romaine, le roi des rites sacrés ou en latin Rex Sacrorum. On rassemblait alors le peuple en assemblée, précisément en comiscalate, pour annoncer le nombre de jours à venir jusqu'aux nonnes, tombant soit le 5e jour, soit le 7e jour du mois. Les nonnes étaient un jour particulièrement important car le roi des rites sacrés annonçait toutes les fêtes et célébrations à venir jusqu'à la fin du mois. Les quelques jours s'écoulant entre les calendes et les nonnes permettaient alors à tous les habitants de la campagne de se rendre en ville pour se tenir au courant de la répartition du temps. L'année débutait en mars. Ce mois était consacré au dieu de la guerre car il marquait l'arrivée de la belle saison et donc du départ des campagnes militaires. Le calendrier se terminait le jour des Terminalia, l'équivalent du 23 février. Ce dernier mois de l'année était consacré aux morts et à la purification du sol. Une année lunaire comptait 12 mois et 354 jours. Pour atteindre l'année solaire de 365 jours, les Romains ajoutaient donc un jour intercalaire chaque mois, ainsi que 5 jours supplémentaires entre la fin de février et le début du mois de mars, soit du 24 au 28 février. Ces 5 jours étaient considérés comme totalement hors du temps humain et divin. Ainsi, le 23 février, le roi des rites sacrés effectuait un sacrifice et le lendemain, il s'enfuyait en courant le plus rapidement possible hors de la cité pour ne revenir qu'au calende de mars. Les Romains utilisent ce tout premier calendrier jusqu'au 4e siècle, mais en 304 avant notre ère, un scribe du nom de Gnaeus Flavius propose une nouvelle organisation du temps. Dans une année, il propose de distinguer des jours néfastes, néfasti en latin, uniquement dédiés aux dieux. On compte au total 109 jours néfastes, pendant lesquels toutes les activités humaines sont interdites. Les dieux peuvent alors vaquer en toute tranquillité à leurs occupations divines. Parmi ces 109 jours, 61 sont considérés comme fêtes publiques, en latin feriae publicae, donnant bien plus tard le mot français férié. Les jours restants sont dits fastes, en latin fasti. On en compte 235. Ils sont réservés aux activités humaines, soit la politique, la justice, la guerre, le commerce, le travail. Le but du scribe Gnaeus Flavius était d'obtenir un calendrier fonctionnel pour que la population romaine, en nette augmentation, puisse distinguer clairement les moments où il était possible de travailler, de tenir une élection et d'effectuer des actions en justice grâce à un calendrier fixe et perpétuel. En effet, plus le territoire romain grandit, et moins la population éloignée pouvait se rendre chaque mois dans la ville pour se tenir au courant des rites à respecter. Ce nouveau calendrier républicain appelé faste est au tout début publié dans les temples. Rapidement, il commence à intégrer des informations sur les anniversaires des temples, des dates des victoires, des triomphes des grandes familles. En 179 avant notre ère, les fastes du temple d'Hercule aux Muses, sur le champ de Mars, sont même annotés de noms de fêtes. Petit à petit, les fastes précisent pour chaque année la liste des consuls, des censeurs, autrement dit des informations politiques accompagnées de commentaires religieux. Le calendrier républicain des fastes était solaire, composé de 12 mois de 355 jours. Et pour que le tout soit calculé au mieux, tous les 2 ans, on ajoutait un mois intercalaire de 22 ou 23 jours, le mois Mercedonius, pour atteindre les 365 jours de l'année solaire. Or, la théorie n'est parfois pas toujours appliquée à la lettre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dès la deuxième guerre punique au milieu du IIIe siècle, les prêtres, les pontifes et les consuls oublient très souvent d'ajouter ce fameux mois intercalaire, si bien que le calendrier prit une avance énorme, décalant toute l'organisation de la société. Entre 63 et 46 avant notre ère, le calendrier avait 90 jours d'avance sur l'année solaire. Cette désorganisation a tellement marqué les Romains de l'époque qu'ils parlaient des années de la grande confusion pour qualifier ce phénomène. Un grand ménage du calendrier était alors nécessaire pour tout remettre en ordre. C'est Jules César qui va s'en charger en tant que grand pontife. Il consulte alors l'astronome Socygène d'Alexandrie et ensemble, ils proposent le calendrier julien. Ce dernier respecte l'année solaire et tropique sans intervention humaine. Le calendrier est mis en place dès le mois de juillet 46. Le mois de juillet était alors appelé Quintilis. César et Socygène réussissent à rattraper les 90 jours d'avance en ajoutant exceptionnellement 67 jours intercalaires entre novembre et décembre. En 45 avant notre ère, la toute première année du calendrier julien dure exactement 365 jours. La véritable innovation de César est double. D'abord, elle abolit définitivement le mois intercalaire,
puis tous les 4 ans demandent qu'on ajoute un jour intercalaire qu'on nomme bissextus, le 6e jour bis, juste avant les calendes de Mars, donnant ainsi l'année bissextile. En 44, César en profite pour renommer le mois Quintilus en Iulius, car il correspondait alors au mois de sa naissance, mais aussi à des événements liés à son ascension au pouvoir. Tout paraît donc rentrer dans l'ordre, mais contre toute attente, la méthode proposée par César est totalement incomprise par les pontifes qui croient devoir ajouter en réalité un jour intercalaire tous les 3 ans et non tous les 4 ans. Erreur qu'ils commettent chaque année jusqu'en 12 avant notre ère, année où Auguste devient à son tour grand pontife et corrige cette erreur. Ils demandent de sauter plusieurs années bissextiles pour se réaligner sur l'année tropique. Pour rendre honneur à la réforme d'Auguste, le Sénat propose de remplacer le nom du mois sextiliste par Augustus. Auguste étant le successeur de Jules César, il était logique qu'on choisisse le mois suivant juillet. C'est ainsi qu'en 12 avant notre ère, l'histoire romaine du temps donnait au monde un calendrier encore en usage. Finalement, les erreurs successives de quelques-uns auront permis le perfectionnement de la gestion du temps. Comme quoi, l'erreur est humaine et débouche parfois sur de grandes innovations. Comment les Romains organisaient-ils leur semaine ? Il semble que la semaine romaine était bien différente de la nôtre. En effet, à Rome, la semaine comptait 8 jours et non 7. Sur chaque calendrier, les jours de la semaine apparaissent avec des lettres dites nundinales A, B, C, D, E, F, G. Le premier jour de la semaine, A, est en effet appelé nundine, ou en latin dies nundinae, car les Romains parlaient de 9e jour pour nommer le premier jour de la nouvelle semaine. Le mot nundinum, quant à lui, signifie la durée entre 2 nundines, soit 2 premiers jours de la semaine. À l'origine, les nundines semblent avoir été des jours néfastes, donc dédiés aux dieux. Mais petit à petit, les historiens pensent qu'ils sont devenus des jours fastes avec la loi Hortensia en 287 ou 286 avant notre ère, afin de donner le temps aux habitants des campagnes de venir en ville faire leurs marchés, régler leurs différends en justice et participer aux comices, les assemblées du peuple. Pour résumer, les nundines permettaient aux Romains de structurer méthodiquement le temps de la cité. Ce n'est pas un secret, les Romains avaient le goût de la fête. Ils aimaient dédier leur temps aux dieux et à la célébration de toutes sortes d'événements. Des célébrations qu'ils considéraient très souvent essentielles pour permettre à leur cité de vivre sereinement. On distingue 2 types de jours de fête. Tout d'abord, les dies festi, des jours de fête consacrés aux dieux. Ces fêtes durent 1 ou plusieurs jours pendant lesquels les Romains célèbrent des cultes et des divinités de manière assez diverse. En effectuant des sacrifices, sacrificia, en organisant un banquet sacré, epulae, ou des jeux, ludi. Parfois encore des festivités particulières nommées feriae. Ensuite, les ludi, des jours de fête dites régulières. Le terme ludi signifie jeu en latin. En effet, ces fêtes, qui sont publiques et organisées par l'État romain lui-même, consistaient en des courses de chars ou de chevaux, les ludis circenses, en des jeux scéniques, les ludis scaenesi. Avec le temps, s'ajoute à cette liste des combats de gladiateurs, munera en latin, ou des chasses que les Romains appellent uenationes. Au tout début, il n'existe que peu de ludis. Les jeux apollinaires donnés en 212 avant notre ère changent la donne. À partir de cette date, le nombre de jours de fête régulières ne cesse d'augmenter. À la fin de la République, 8 ludis durant entre 3 et 5 jours sont organisés par an. Sous le principat d'Auguste, leur nombre augmente nettement pour atteindre 77 ludis au 1er siècle de notre ère, puis 177 vers la fin du 4e siècle. Ce chiffre peut paraître énorme, mais en réalité, il est probable qu'il soit même sous-estimé et que les jours de fête étaient encore bien plus nombreux durant une année romaine. À côté, il existe aussi des cérémonies organisées pour célébrer le prince, alias l'empereur romain. Elles sont créées sous le règne d'Octave Auguste pour rendre honneur aux dirigeants et à sa famille. Ces hauts faits et les restes gestae sont transformés en jours de fête et tous les événements liés de près ou de loin à la famille impériale est motif à des commémorations. Vous savez désormais pourquoi le mois de juillet et d'août existe aujourd'hui dans notre calendrier et connaissez un peu mieux comment se répartissait le temps à l'époque de la Rome antique.